Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer dès maintenant. Euh, Hop, est-ce que les slides tournent bien? Oui, on voit cette belle slide Factory, croissance et stratégie. Donc la Factory, croissance et stratégie, elle est apparue cette année, mais elle n'est pas tout à fait neuve. En fait, on a fusionné plusieurs Factory qui existaient précédemment, qui parlaient de sujets comme le business ou le marketing ou l'international. Euh, ou la com, et on a décidé plutôt que de cloisonner tout ça, de tout regrouper. Euh, il y avait aussi des sujets de financement. Voilà, c'était la dernière que j'avais oublié. Voilà, c'était 5 factories, je crois, au total qu'on a regroupé. Euh, le but, c'est de pouvoir plutôt que garder un seul prisme à chaque fois, quel que soit le sujet. On peut avoir différents points de vue, différentes interventions sur ce sujet-là. Là, on est quand même sur un sujet très financement. On va rester du coup avec seulement Bertrand sur l'intervention. Euh, voilà, mais on espère en tout cas que ce nouveau modèle de factory amènera encore plus de visibilité, de monde sur les différents sujets qu'on peut aborder. Donc aujourd'hui, la facturation électronique, je pense que vous avez tous vu qu'il y avait plein de sujets, plein de webinaires et autres sur la facturation électronique. Euh, Avec Bertrand, on a choisi de prendre un prisme un peu différenciant et essayer de sortir du discours un peu standard et vraiment d'adapter aussi le discours à notre population d'adhérents, hein, qui sont souvent des acteurs du numérique. Je laisserai Bertrand développer un peu plus, mais en gros, le programme, on va clarifier les fondamentaux de la réforme, présenter les différentes options qui s'offrent à vous. On va identifier des critères de choix concrets et pragmatiques pour trouver un petit peu les options qui vont vous correspondre et essayer d'anticiper un maximum les impacts organisationnels au quotidien qui vont arriver avec cette réforme-là. Euh, donc, juste avant de démarrer, je vous fais un petit point pub actu pour Digital 113. Enfin, c'est pour que vous puissiez voir les autres sujets qui vont arriver là incessamment sous peu et qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc, demain, on a un webinaire avec le RESA pour accéder au marché de santé. Donc, c'est la plateforme de financement pour les centres hospitaliers, un peu comme l'UGAP pour le public. Donc c'est eux qui viennent directement parler de comment être référencé chez eux, les opportunités qu'il y a à saisir. On a fait un partenariat avec eux pour avoir un funnel de référencement un peu facilité pour les adhérents de Digital 113. Donc ça peut être intéressant de venir voir cet épisode-là. Ensuite, on va parler sur la factory RH Talent et Diversité de mixité, donc des solutions simples à activer dès demain. Donc là, ça va être vraiment, encore une fois, du pratico-pratique pour avoir plus de mixité dans vos entreprises, avec des témoignages de d'autres adhérents qui ont mis en place des choses et qui vont vous dire ça a fonctionné, ça a moins, etc. Euh, on a ensuite les petits déj avec notre nouveau sponsor, La Direction, qui vont nous parler de comment piloter sa croissance sans fragiliser son entreprise. Donc, ce sera en présentiel le 24 à Montpellier et le 9 avril à Toulouse. Donc, le sujet va être intéressant. C'est l'occasion aussi de networker en présentiel, comme toujours. Il y aura de quoi vous accueillir, croissant café. N'hésitez pas à venir nombreux sur l'event en présentiel. Ce sera dans les locaux de Digital 113 pour les deux events. Euh, Ensuite, on a nos fameux Digital Apéro, donc celui de mars-avril. Donc les dates ont changé. Méfiez-vous si vous étiez inscrit précédemment sur les events. Là, les dates ont changé. Donc 31 mars à Toulouse chez Alsatis et le 2 avril au CESI à Montpellier. Et on aura ensuite donc Factory numérique responsable durable, neuf versus reconditionné. On dirait une punchline de rap qui va commencer, mais non, on sera sur plutôt débunker des mythes qu'il peut y avoir sur le reconditionné et sur le neuf, et voir un petit peu les opportunités stratégiques qu'il peut y avoir derrière tout ça. Pour avoir, je sais pas moi, par exemple, des points pour aller accéder à des labels ou voir un petit peu les derniers appels d'offres, souvent publics, qui sortent et qui nécessitent d'avoir, où la pondération maintenant pour la partie RSE est de plus en plus importante. Donc voilà, ça va parler aussi de tout ça. Et je vous repropose le Save the Date. Normalement, vous l'avez tous vu passer pour le Members Day, le 21 mai à l'abbaye de Fontfroide. Donc voilà, on a le programme
qui a un peu évolué, qui se dessine de plus en plus. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site pour vous inscrire à l'event. On vous attend nombreux, l'abbaye de Fontfroide, super site qu'on avait déjà fait il y a 2 ans. Euh, voilà, alors je vais te laisser la main pour le partage, Bertrand, pour enchaîner directement. Ça te convient? Ok, c'est bon pour moi. Hop. Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce que vous avez bien Top. l'écran partagé? Allez, super. Je vois dans mon visage que ça a l'air d'être le cas. Merci à tous de porter donc un intérêt à ce sujet dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas des plus sexy, il faut bien le reconnaître, même pour un expert comptable que je suis. Bon, ce sujet de la facture électronique. Alors, euh, j'ai prévu de vous expliquer un peu le contexte de cette réforme, parce que je parle vraiment de réforme de la facture électronique et pas seulement d'un choix de logiciels et de plateformes agréées. Vous verrez que je vais insister beaucoup là-dessus. Euh, et cette réforme, elle a un vrai enjeu organisationnel pour vos entreprises. Et c'est le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Et de ne pas faire de raccourcis malgré toutes les pubs qui sont parfaitement légitimes des différents éditeurs et notamment certains de nos adhérents sur leur solution qui est sans doute la plus adaptée, la plus compétitive, mais il faut bien comprendre que derrière tout ça, et avant d'arriver au choix d'une plateforme, il y a des enjeux organisationnels qui sont assez forts pour chaque entreprise. Voilà. Euh, alors, cette réforme, elle s'inscrit dans une dynamique européenne et on fait partie plutôt des derniers, voilà, des derniers de la classe sur le sujet, puisque il y a un certain nombre de nos voisins euh, européens qui ont déjà fait cette bascule et qui ont déjà un peu plus d'expérience que nous sur le sujet. Alors, je ne les ai pas mis sur la slide, mais l'État grec notamment est déjà à la facture électronique. Les entreprises grecques sont déjà à la facture électronique depuis quelques années. Et c'était plutôt en réaction à la crise de la dette grecque à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date un peu, mais il y avait un enjeu de prélever l'impôt et de finances publiques majeures. Et c'est pour ça que ça avait été initié en Grèce. Voilà. Donc cette facture électronique, vous le voyez, elle avance un peu à rythme dispersé au sein de l'Union européenne. Les Italiens y sont depuis 2019. Là aussi, c'est une surprise, je pense, pour certains d'entre vous. On aurait pu croire que l'Italie aurait été retardataire par rapport à la France, mais c'est pas le cas. Et il y a un objectif européen de viser un projet d'harmonisation commun. Avec une norme, voilà, une directive VIDA qui aura pour vocation, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, d'harmoniser les pratiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais en matière d'harmonisation fiscale, au sein de l'Union européenne, la seule chose qui fonctionne de manière homogène au sein de l'Union européenne, c'est la TVA. Voilà. Et vous verrez que cette réforme de la facture électronique, elle va aussi être très très liée à ces enjeux de TVA qui sont, en France en tout cas, la première recette fiscale, mais je pense pour nos voisins européens aussi. Voilà. Donc là, je vous ai listé un peu tous les textes légaux, les décrets qui ont conduit à actualiser ce calendrier qui a déjà fait l'objet de reports à plusieurs reprises, mais là, on y est. Hein. On y arrive et il n'y a plus de doute, on va devoir y passer. Bon, alors l'objectif de la réforme, alors je vous le fais assez court, c'est renforcer la compétitivité des entreprises grâce à la diminution de la charge administrative. Alors ça, c'est le discours de Bercy, donc je vous le livre en l'état. Euh, je suis assez convaincu par certains items, j'y reviendrai, et par d'autres un peu moins. Bon, simplifier les obligations déclaratives en matière de TVA par le pré-remplissage, ça, il est clair que on va y arriver. Lutter contre la fraude fiscale en matière de TVA au moyen de regroupement automatisé, ça, je suis un peu moins convaincu. Accroître la capacité de pilotage en temps réel de l'économie et aussi des entreprises en réalité. C'est sûr qu'aujourd'hui, les statistiques étatiques, elles sont
établi avec plusieurs mois de retard. Hein. Euh, et là, ça permettra d'avoir le pouls de l'économie française en temps réel, puisque j'y reviendrai, mais la Direction générale des finances publiques aura accès en temps réel aux flux, hein, aux opérations économiques entre les entreprises et même les particuliers. Voilà. Et enfin, améliorer les délais de paiement, ça c'est un vrai enjeu et je vais en parler pas mal tout à l'heure pour vous expliquer en quoi ça peut avoir effectivement une incidence. Voilà. Alors, qui est concerné? Ça aussi, c'était une des grandes nébuleuses de cette réforme, puisque est-ce qu'on ne savait pas réellement si on devait lier cette obligation de réforme mécaniquement au sujet d'être assujetti ou non à la TVA. En réalité, il faut partir du principe que ça concerne vraiment toutes les entreprises. Donc, si vous êtes adhérent Digital 113, a priori, effectivement, il y a de fortes chances que vous soyez soumis à cette obligation d'être à la facture électronique. Les seuls qui aujourd'hui sont en marge de ce dispositif-là, ce sont vraiment les particuliers, hein, qui pour le coup ne sont pas assujettis à la TVA, hein, qui sont totalement hors du champ d'application de la TVA, et les associations à but non commercial, les entreprises étrangères et éventuellement certaines holdings pour les sociétés patrimoniales qui n'ont pas d'activité économique à proprement parler. Voilà. Nous, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, elles ne sont pas concernées par cette réforme à ce jour. Voilà. Alors, cette facture électronique, on a tendance à simplifier un peu les débats en se disant que ça concerne l'envoi d'une facture au format dématérialisé entre les entreprises, clientes et fournisseurs. Alors, oui, effectivement, ça correspond à ça. Simplement, ça, c'est une toute petite partie de la réforme, ce qu'on appelle l'e-invoicing. Alors, je suis désolé, bon, les entreprises du numérique sont habituées à utiliser des termes anglais. Là, en l'occurrence, le législateur a choisi aussi d'utiliser, Bercy a choisi d'utiliser les termes à l'américaine. Voilà, donc on parle de e-invoicing. Et donc, ça correspond effectivement à l'envoi d'une facture dématérialisée par une plateforme agréée à une autre plateforme agréée, j'y reviendrai tout à l'heure, et ça concerne les entreprises qui sont dans un schéma B2B, hein, donc entre deux professionnels. Mais cette réforme, elle s'accompagne aussi de deux autres types de déclarations et de deux nouveautés qu'on ne connaissait pas aujourd'hui. D'abord, ce qu'on appelle un e-reporting de transactions. Donc ça consiste à quoi? Déclarer les transactions que réalise l'entreprise. Ça va s'adresser plutôt à des entreprises qui font du B2C, c'est-à-dire qui travaillent avec des clients non assujettis à la TVA, des clients particuliers, par exemple, ça peut être un commerce ou une société qui s'adresse à des clients vraiment personnes physiques. Voilà. Et une troisième déclaration qui aura lieu de faire, qui s'appelle un e-reporting de paiement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois enjeux de cette réforme et qu'on a tendance à simplifier vraiment par le invoicing, et vous verrez que en fait tout est lié, hein, et que le e-reporting de transaction va pouvoir s'alimenter à partir du invoicing ou d'un système de caisse, et le e-reporting de paiement va pouvoir s'alimenter à partir du e-invoicing, mais aussi par la comptabilité. On verrait que tout ça est lié, et en réalité, ça pose un certain nombre de questions et d'enjeux. Alors, très rapidement, le calendrier, quel est-il? Septembre 2026, tout le monde est concerné. Hein, parce qu'on a tendance à entendre, ouais, mais c'est que septembre 2027, donc moi je ne suis pas concerné, je suis une PME, je peux attendre, j'ai le temps. Non. Septembre 2026, vous aurez l'obligation d'avoir choisi une plateforme agréée, d'être inscrit sur l'annuaire, pour pouvoir recevoir les factures justement des plus grandes sociétés dont vous êtes client qui, elles, vont vous adresser obligatoirement des factures au format électronique. D'accord? C'est-à-dire qu'on prend le problème à l'envers. Vous n'aurez pas l'obligation d'émettre des factures électroniques, mais vous aurez l'obligation de les recevoir parce que les plus grandes entreprises, elles, devront les émettre. Voilà. Et ça, c'est dès septembre 2026.
Donc ça concerne tout le monde, parce qu'on travaille tous avec Orange, avec Bouygues, avec SFR, avec EDF, avec Engie, euh, et un certain nombre, de sociétés qui, elles, seront soumises à cette obligation de e-invoicing dès septembre 2026. Voilà. Septembre 2027, c'est la date à laquelle, pour la plupart d'entre vous, vous devrez émettre à votre tour les factures électroniques à vos clients. Voilà. Donc c'est vraiment ce calendrier qu'il faut avoir en tête. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en retard, hein, si vous entamez cette réflexion au sein de votre entreprise, mais qu'il faut s'en occuper, quoi. Il vous reste un petit semestre pour être en conformité avec tout ça. Alors, comment ça se décompose? Alors, on a tendance à séparer deux acteurs, enfin deux solutions. D'abord, ce qu'on appelle les solutions compatibles. Pour simplifier un peu, ça va être tout ce qui permet à l'entreprise d'émettre, enfin, ses factures, un CRM par exemple. Ça va être voilà, votre outil métier suivant votre organisation, qui va être une solution compatible. Compatible à quoi? Compatible à une plateforme agréée. Donc ça, c'est un prestataire privé qui est immatriculé, enfin qui a été agréé par l'administration fiscale. Donc si vous cherchez un peu, vous verrez que sur le site de Bercy, il existe une liste de plateformes qui ont été agréées d'ores et déjà, et vous avez une liste secondaire qui correspond aux éditeurs de logiciels qui ont déposé un dossier pour demander cet agrément et qui seront agréés ou pas d'ici septembre 2026. En tout cas, vous avez une démarche vraiment transparente du fisc là-dessus qui voilà, vous donne en temps quasi réel l'état des avancées sur l'agrément des différentes plateformes. Là où ça devient un peu compliqué, alors d'abord vous verrez, parce que cette réforme elle date un peu et elle a évolué avec le temps, vous verrez quelquefois quand vous lirez des articles ou de la documentation sur le sujet, le terme de PDP. Hein. PDP ça n'existe plus, ça a été remplacé par le terme plateforme agréée, c'est la même chose. Dans pas mal de cas, vous aurez des éditeurs de logiciels qui venaient du métier du CRM par exemple, hein, qui ont fait la démarche de répondre au cahier des charges pour être une plateforme agréée. D'accord? Et donc, vous aurez souvent des outils tout en un. Et inversement, vous avez des plateformes agréées qui, elles, vont essayer d'intégrer des caractéristiques supplémentaires de comptabilité, de gestion de la relation client, de gestion des stocks, de RP. Enfin, voilà, vous avez tout un tas d'acteurs du monde du logiciel qui essaient de se positionner par rapport à ces enjeux-là. De flux, hein, et automatiquement de revoir pour certains d'entre vous leur modèle économique par rapport à ça et éventuellement d'autres cibles et d'autres offres. Voilà. Je ne m'attarde pas sur les différents formats parce que ce n'est pas franchement intéressant. J'ai pris quelques cas simples pour vous faire comprendre vraiment le processus. Le cas le plus classique, qui est celui de l'e-invoicing, donc de la e-facturation, de la facturation dématérialisée entre deux sociétés, donc assujetties à la TVA, B2B. Hein, on est dans le schéma le plus simple et le plus standard pour la plupart d'entre vous. Donc votre entreprise va émettre une facture, alors par ce qu'on appelle donc une solution compatible par votre logiciel de facturation, votre CRM, mais qui pourra être aussi le même que votre plateforme agréée. Donc cette facture va être déposée grâce à votre plateforme agréée à deux niveaux. D'abord, elle va être transmise à l'administration fiscale. Je reviendrai après sur les différents statuts, hein, des factures, parce que c'est aussi un des enjeux de la réforme de pouvoir suivre à quel niveau d'avancement dans le cycle de vie de la facture on se situe. Voilà. Donc, votre facture va être adressée à votre client via l'intermédiaire de votre plateforme agréée. Elle va arriver sur la plateforme agréée de votre client. Donc, vous voyez, ces deux plateformes, il y a un enjeu d'interopérabilité, hein, puisque quel que soit l'éditeur de plateforme agréée qu'aura choisi votre client, il devra pouvoir communiquer et recevoir votre facture depuis, depuis votre plateforme agréée à vous. Voilà. Donc l'enjeu d'interopérabilité est évidemment
important dans le cahier des charges qui a été fixé par Bercy. Et de la même manière, vous aurez une copie qui sera transmise à l'administration fiscale. Alors, quand j'explique ça en face à face, en général, j'ai des exclamations dans la salle. Là, vos micros sont coupés, donc Oui, je crois qu'il y a une je ne les question, ai pas. Je crois qu'il y a Comment? il y a une question, je crois, Bertrand. Ah, ouais, je vois une main qui se lève, effectivement. Ben, on peut prendre la question au fil de l'eau avec plaisir. Je ne sais pas qui c'est, je vois BR, mais Alors, on n'a pas le micro, je ne sais pas si la personne parle. Ah, non, on ne vous entend pas. Si vous voulez poser votre question peut-être dans le chat, vous réessayez. je vois le chat. OK. Juste pour info, j'en profite, j'ai mis le lien vers le site du gouvernement là, pour consulter la liste des plateformes agréées. Je l'ai mis. Super, merci beaucoup, Claire. Tu vois le chat, Bertrand? Si mon client n'a pas de PA, merci pour votre question. Donc, je la lis à voix haute, que tout le monde puisse la voir. Que faire? Alors, votre client aura une PA et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Moi, je fais un peu de teasing pour garder votre attention jusqu'au bout. Oui, c'est une question fréquente, je vous rassure, et vous faites bien de vous la poser. Voilà. Quand bien même vous êtes une PME et quand bien même votre client serait une TPE ou un auto-entrepreneur, il aura l'obligation aussi d'avoir une plateforme agréée et vous verrez qu'il y a des contraintes pour ça. Voilà. Je comprends l'enjeu financier. Je vois qu'effectivement, on dit on n'a pas tous les moyens d'avoir tout ça. J'y reviendrai, vous verrez que pour moi, ce sujet-là, il est secondaire et je vous expliquerai pourquoi. Même s'il y a effectivement un enjeu financier. Voilà, donc là, on est dans le schéma le plus classique qui est celui de la e-facturation. Bon, comme vous n'avez pas été ému par le fait que vos factures seraient transmises en temps réel à l'administration fiscale, on va pouvoir poursuivre. Donc, ceux qui travaillent avec des structures publiques, ce qui est déjà le cas pour un certain nombre d'entre vous. Vous répondez à des marchés, vous travaillez avec le conseil départemental, avec des structures publiques, avec des régions, l'État directement. Vous êtes habitué à Chorus, hein. Chorus Pro, qui est en fait l'équivalent de la plateforme agréée euh, de ces structures publiques-là, et qui va perdurer, voilà, qui va rester et qu'on pourra continuer à utiliser. Simplement, plutôt que d'aller directement vous déposer sur Chorus comme vous le faites aujourd'hui et renseigner tous les champs euh, que vous avez l'habitude de pratiquer, ben c'est votre plateforme qui sera interopérable avec Chorus Pro. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà l'habitude d'utiliser Chorus Pro, bah, vous allez être comme un poisson dans l'eau avec cette réforme de la facture électronique, parce que vous verrez qu'en fait, c'est vraiment le même raisonnement et fonctionnement qu'il va falloir avoir demain dès que tout ça entrera en vigueur. J'ai bataillé par le passé avec Chorus Pro et même en tant qu'expert comptable, j'ai dû refaire 4 fois des factures. Vous voyez, donc je mesure à quel point vous êtes méritant aujourd'hui de facturer avec ce système-là. Alors, le e-reporting de transactions et de paiement, alors je vais m'attarder très très peu là-dessus puisque la plupart d'entre vous travaillez en B2B, sauf si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire et auquel cas je peux m'attarder un peu là-dessus. Le e-reporting de transactions, ça concerne alors effectivement les sociétés qui travaillent en B2C avec des clients particuliers, donc par exemple tous les commerçants, hein, vous allez au resto, ben, le resto, lui, il va devoir faire un e-reporting de transactions puisque ses clients ne sont pas assujettis. Et donc, vous, en tant que client au restaurant, ben, vous n'aurez pas une plateforme agréée pour recevoir les factures du restaurateur. Et donc là, c'est un système un peu différent. C'est un système de caisse hein, ou un logiciel de facturation qui enverra du coup une déclaration récapitulative qu'on appelle e-reporting de transaction à la DGFiP ben, afin de pouvoir faire les recoupements nécessaires, qui est un des objectifs de cette réforme. Et également, les entreprises qui font du B2B international vont être voilà, dans ce cas de e-reporting de transaction. Vous pouvez aussi bien faire du invoicing que du e-reporting de transaction. Hein, vous allez avoir à la fois peut-être des clients particuliers et des clients professionnels. Hein, on est nombreux à être dans ces cas-là. Bon, ben, vous aurez les deux obligations. Voilà. Le respect du e-invoicing, mais qui deviendra en fait
très naturel pour vous. Ce sera simplement un système d'émission de factures. Et le reporting de transaction qui, là, nécessitera une déclaration supplémentaire. Et j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Le reporting de paiement, lui, il va concerner un peu tout le monde parce que l'idée, ça va être de transmettre les données de paiement de vos clients au sujet de vos factures à l'administration fiscale quand vous faites des prestations de services, qui est le cas d'une majorité de nos adhérents et membres Digital 113. Comme je sais qu'on a ouvert un peu au-delà cette factory aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez des questions et que vous n'êtes évidemment pas éditeur de logiciels ou entreprise de services numériques. Voilà. Alors, les conditions à garantir pour cette facture électronique, ben, c'est assez simple. C'est l'intégrité, la lisibilité et l'authenticité de l'origine. Je ferai le parallèle tout à l'heure avec ce qu'on appelle aussi la piste d'audit fiable. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'entre vous si vous connaissez le dispositif, mais beaucoup ne le connaissent pas malheureusement. J'y reviendrai, c'est une obligation qui vous incombe depuis 2013. Voilà, toutes les entreprises doivent pouvoir avoir une piste d'audit fiable. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'il en est. Alors, je vois une deuxième question. Je vais la prendre au fil de l'eau, comme ça permet peut-être de répondre à certains d'entre vous. Mon avis sur les intérêts et risques en fonction de la stratégie choisie. J'ai l'impression qu'il y a deux choix stratégiques. Passer par ce que vous appelez une solution compatible, mais du coup, on n'a pas le choix de la PA affiliée derrière et le modèle économique, soit choisir une PA directement, et du coup, cela veut dire faire des connexions entre les PA, l'outil métier, ERP, CRM. Alors, ben, je ne peux pas vous répondre parce que effectivement, chaque situation va être très très différente. Ça touche au système d'information de la société, à son organisation, et malheureusement, il faut rentrer un peu dans le détail et décortiquer votre organisation pour voir quels sont vos enjeux et pour vous répondre, ben, vous avez différentes offres aujourd'hui. Vous avez peut-être comme moi ce matin entendu à la radio le CIC promouvoir sa solution de facture électronique, donc qui est une banque, ou reçu de la part, moi je suis client du LCL et j'ai reçu des sollicitations, des invitations à utiliser la plateforme Collecto, qui est celle du groupe Crédit Agricole LCL. Bon, et vous avez aussi des éditeurs français et étrangers, occitans ou non, de logiciels qui vous proposent leur propre plateforme agréée. Donc c'est compliqué de s'y retrouver, j'entends bien. Pour pouvoir choisir, est-ce qu'on bascule sur une solution qui fait tout en un ou pas, ben, en fait, il faut s'attarder sur quels sont nos process, avec qui on travaille. Voilà, c'est le diagnostic, mais là, vous me faites un peu dérouler ma présentation d'après, donc j'y reviendrai. Alors, une facture ne se contente pas d'être simplement reçue ou envoyée. Le cahier des charges qui a été défini par Bercy prévoit de gérer un minimum de différents statuts. D'accord. Au-delà de l'envoi de la facture, en fait, chaque plateforme agréée aura l'obligation de vous dire, donc d'abord, si la facture est bien déposée, si elle est rejetée ou si elle est transmise, et enfin vous dire si elle a été reçue. Ça, c'est le socle minimal de toutes les plateformes agréées. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il peut y avoir différentes options et les éditeurs pourront vous proposer différentes offres sur le sujet pour aller plus loin dans le détail du statut de la facture. Une information qui est très importante concerne l'archivage de ces factures. Donc, elles doivent être archivées 10 ans. Donc ça, c'est le code de commerce qui n'a pas bougé. Voilà. Et l'idée de cet archivage légal, je vous ai mis le numéro de la norme NF, bon, voilà, ça c'est vraiment pour les puristes. Il faut pouvoir, au-delà d'enregistrer sa facture sur un support,
il faut qu'elle puisse être assortie d'un certain nombre d'éléments, qu'elle soit évidemment lisible dans le temps et qu'elle puisse être, en termes de justificatifs et d'éléments probants, complète et authentique dans le temps. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez vous assurer que votre plateforme agréée ou solution compatible choisie pour envoyer les factures, vous propose des services d'archivage qui seront conformes. Voilà. Ce n'est pas forcément le cas. Ce que vont faire certains d'entre eux, c'est qu'ils vont prévoir dans leurs conditions générales d'externaliser tout ça et d'assurer cette fonction par un système tiers. Donc ça rajoute encore une couche d'intermédiaire sur le sujet. Alors, ce que j'évoquais à l'instant, c'est le cycle de vie d'une facture et c'est vraiment ça qu'il vous faut comprendre sur cette réforme. Si à un moment où vous devez vraiment m'écouter, c'est celui-là. Parce que vous voyez que le cycle de vie de la facture a été décomposé en un certain nombre d'étapes. Aujourd'hui, ces étapes, elles sont gérées par potentiellement une ou plusieurs personnes dans votre société. Et c'est là que je disais que, en fait, il y a un gros enjeu organisationnel parce que la plateforme agréée va vous permettre de suivre ce cycle de vie de la facture. D'abord, donc on va faire le schéma ensemble. La facture qui va être émise par la plateforme, votre plateforme agréée. Donc nous, on va se positionner du côté fournisseur. Premier statut, c'est de savoir, est-ce qu'elle a été émise et reçue par la plateforme agréée de notre client. Là, il peut y avoir une première opération qui a lieu, c'est-à-dire votre plateforme va vous dire non, votre facture n'est pas conforme. Il manque une mention obligatoire essentielle et donc elle ne sera pas, si vous voulez, émise, elle va être automatiquement rejetée. C'est-à-dire qu'elle ne va même pas arriver sur la plateforme agréée de votre client. On va vous dire, recommence, c'est pas bon. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et là, je m'attarde un instant sur le fait qu'il va vous falloir bien revoir tous vos fichiers clients, vous assurer que vous avez bien toutes les informations légales et mentions obligatoires des factures. Je vous ferai suivre, peut-être si vous voulez, dans un deuxième temps. Je n'y ai pas pensé clair, mais on le mettra à disposition des participants. Toutes les mentions obligatoires sur les factures. Vous verrez qu'il y en a un paquet. Parce que je connais bon nombre de fichiers clients qui n'intègrent des fois qu'un nom, il n'y a pas d'adresse, ou le numéro SIRET est absent, on n'a qu'un sirène, vous voyez. Toutes ces informations-là, il va falloir s'assurer qu'elles soient bien à jour et qu'elles soient bien exhaustives. Voilà. Ça, c'est un cas de rejet par votre plateforme directement de la facture, c'est-à-dire qu'elle ne va même pas être émise. Dans le cas où ça se passe bien, votre fichier client est à jour, toutes les données de votre client sont bonnes, valides, elles y sont toutes. Là, votre client va pouvoir recevoir via sa plateforme donc votre facture. Ensuite, elle va être prise en charge. Dans les statuts obligatoires, je vous ai dit, il y a le dépôt, l'émission, le rejet, la transmission, la réception. Ce que vous ne verrez pas forcément en fonction de la plateforme que vous aurez choisie, c'est si elle a été acceptée, mise en paiement, payée. Ça, vous ne le saurez pas forcément. Ça dépendra peut-être des options que vous aurez choisies auprès de votre éditeur de logiciels de plateforme agréée ou tout simplement de l'offre que vous aurez choisie. Certains proposeront un niveau de détail avancé, d'autres pas. Voilà. Et c'est en ça qu'il faut vraiment s'attarder sur le cahier des charges pour choisir votre plateforme agréée. Donc, là où cette réforme va nous permettre normalement d'améliorer les délais de règlement entre sociétés, qui est un grand mal français qui pénalise beaucoup la compétitivité et l'économie française, ce sont ces délais de règlement. Là, on aura la possibilité du coup de savoir si la facture a bien été reçue par notre client. Voilà. Et on saura aussi si elle est refusée ou si au contraire, elle a été acceptée. Bon. Le niveau des détails, ensuite, de mise en paiement ou
essentiellement sur les dates. Vous voyez, on aura par exemple des alertes, des choses comme ça. Certaines plateformes vont permettre de visualiser ce niveau de détail-là, d'autres pas. Donc là, on se rend compte de quoi? Que, il faut qu'on travaille sur notre fichier client pour qu'il soit à jour, qu'il soit bien complété, qu'il soit clean. Il va falloir aussi se dire, aujourd'hui, qui s'occupe d'émettre cette facture et qui s'occupe de faire en sorte d'assurer le bon recouvrement de la facture. Déjà, peut-être que il faut anticiper que si ce sont deux personnes différentes, elles puissent avoir toutes les deux accès à cette plateforme agréée. Donc ça va avoir une conséquence potentiellement sur le choix que vous allez faire et éventuellement le coût associé. Vous avez des entreprises TPE, alors je ne sais plus qui évoquait le sujet tout à l'heure, une TPE où le dirigeant fait tout ce travail-là tout seul, il est certain qu'un seul accès suffira. Et donc, mécaniquement, beaucoup de licences sont facturées à l'utilisateur, donc le coût sera moindre. Et toutes les sociétés qui ont décomposé leur cycle de facturation et de recouvrement à un certain nombre d'intervenants, il faudra prévoir et anticiper tout ça dans le cahier des charges du choix de votre facture électronique. Mais également, dans votre process interne, de dire qui va se charger désormais du recouvrement. Mais bon, en tout cas, je pense que vous l'avez bien compris, voilà, focaliser sur vos atouts et ne serait-ce que par votre discours, par la façon dont Allô? vous allez en parler, etc. René, le fait que vous René soyez Barre, senior. vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Passé, hein. Une question. Allô? C'est bien passé jusqu'à maintenant. Non, alors, j'ai pas le profil admin, du coup, je peux pas couper moi-même les Je croyais que c'était une micros. question, mais apparemment pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est Voilà. bon. Merci René. Merci. Je suis déçu, je croyais que c'était une question. Bon, du coup, j'ai perdu le film, c'est pas grave, on y reviendra. Alors, je vais répondre à la question de Jean-Baptiste. Non, de BR, voilà. Si mon client n'a pas de plateforme agréée. Alors, votre client, pourquoi il aura une plateforme agréée nécessairement? Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que Bercy aura la possibilité de lui adresser, dès le 2 septembre 2026, une amende de 500 € forfaitaire et également de le contraindre sous astreinte à coût de 50 € par facture non conforme, plus 500 € de e-reporting non conforme, avec un double plafond, vous voyez, 2 fois 15 000 €, donc ça peut faire des sommes importantes. Ça, c'est la sanction. Mais il y a une autre sanction qui est de dire, s'il ne peut pas recevoir ces factures, notamment les vôtres et des fournisseurs de taille peut-être plus significative que la vôtre, qui auront eux l'obligation d'émettre des factures électroniques depuis septembre 2026, il n'y aura pas accès potentiellement et il ne pourra pas les régler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va occasionner des conséquences opérationnelles, puisque si vous ne payez pas Orange ni Engie pendant 2 mois parce que vous n'avez pas accédé à leur facture via votre plateforme agréée, ils vont couper tout simplement le service, quoi. Voilà. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à ça en réalité, parce que je crois que du coup, même si l'État communique malheureusement, à mon sens, assez peu sur le sujet, il y a un gros travail qui est fait par votre cluster, par exemple, et par un certain nombre d'organismes professionnels et par ma profession. Beaucoup d'experts comptables se mobilisent sur le sujet pour sensibiliser vraiment les sociétés et faire en sorte que personne ne reste sur le bord de cette réforme. Ou alors ceux qui vont rester sur le carreau seront des gens qui ont fait le choix volontaire de ne pas se mettre en conformité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, là où le sujet se complique, c'est que la DGFiP a identifié 42 cas d'usage spécifiques à la facturation électronique.
Donc, il y a 42 situations qui nécessitent potentiellement des développements spécifiques de la part des éditeurs de plateformes agréées. D'accord? Donc, j'en ai fait une petite sélection. Alors, ce sont les cas d'usage principaux qu'on croise dans les sociétés, mais vous verrez que tous les éditeurs de plateformes agréées ne répondront pas à 100% des 42 cas d'usage spécifiés par Bercy. Ce n'est pas une obligation d'ailleurs. Voilà. Mais le choix de votre plateforme agréée devra quand même intégrer ces éventuels cas d'usage que vous pourriez avoir dans votre entreprise, hein, pour vous assurer que la plateforme que vous allez retenir répond bien au cas d'usage. Alors, le premier qui est le plus fréquent, c'est celui de la note de frais. Hein. Imaginez-vous si vos collaborateurs s'arrêtent tous au péage sur l'autoroute pour avoir le temps de transmettre les coordonnées de votre société pour leur dire voilà, utilise cette plateforme agréée. Voilà mon numéro sirène, voilà le nom de la société, voilà l'adresse de l'établissement duquel je dépends et auquel il faudra envoyer la facture. Vous voyez, toutes ces informations-là, bon, c'est ingérable. De la même manière, au restaurant, vous imaginez à 14 heures, tout le monde qui repart travailler au bureau et qui demande au restaurateur d'émettre depuis sa plateforme agréée une e-facture à chacune des sociétés pour le plat du jour. Bon, ça c'est ingérable. Donc, ce qui a été prévu dans ces cas-là, c'est que le collaborateur va être considéré comme ce qu'on appelle un tiers payeur, donc vous conserverez le même mécanisme que vous avez aujourd'hui. Quand bien même votre collaborateur prend sa voiture ou va au restaurant à titre professionnel, vous ferez une note de frais et vous le rembourserez avec le même schéma qu'actuellement. Je vous transmettrai ce support, hein, donc je passe un peu vite parce que je vois le temps qui file. L'autofacturation aussi qui peut concerner certains d'entre vous. L'autofacturation, c'est quand vous avez un mandat de facturation et je sais que dans le numérique, par exemple, ceux qui travaillent avec les opérateurs, il peut arriver que votre client prépare la facture et vous envoie une facture pro forma que vous devrez lui adresser ou même dans certains cas, s'auto-facture lui-même, hein, parce que vous lui avez donné mandat pour s'auto-facturer. Dans ces cas-là, le système ne change pas, simplement le process va être inversé. C'est-à-dire que les plateformes agréées, certaines, auront prévu ce cas d'usage qui permettra de dire le client va adresser son auto-facture par sa plateforme agréée à son fournisseur, et donc la plateforme du fournisseur recevra l'autofacture. Et ça va se gérer en flux inversé. Voilà. Ça aussi, si vous êtes dans cette situation, validez bien que la plateforme agréée que vous avez identifiée répond à cette obligation-là. La facture d'acompte, là, normalement, tout le monde couvrira cette obligation-là, parce que c'est déjà une obligation. Bon, je passe très vite, mais sachez qu'aujourd'hui, émettre un paiement sur la simple base d'un bon de commande ou d'un devis n'est pas suffisant. Hein. Vous devez obligatoirement émettre une facture. C'est déjà le cas actuellement. Et ça passera maintenant par la e-facturation avec une facture d'acompte. Une question qui a été posée aussi, certains adhérents travaillent, je le sais, dans la défense notamment, et facturent des informations confidentielles. C'est le cas aussi pour un certain nombre de professions. C'est une question qui a été posée par le Conseil national des barreaux, donc par les avocats. Si ce que je facture est totalement confidentiel et soumis au secret professionnel, est-ce que je dois malgré tout est-ce que je dois transmettre ces informations à la DGFiP? Imaginez un avocat fiscaliste qui, dans le cadre d'un contentieux, est opposé à l'administration fiscale. Il est un peu ému de savoir que le détail de sa facture va être transmis à la DGFiP. On peut le comprendre. Donc, dans ces cas-là, il n'y aura pas nécessairement tout le libellé de la facture. Donc, ça, c'est pour en rassurer certains. Pareil, si vous travaillez avec des industries, je prends l'exemple de la défense parce qu'il est assez fréquent dans notre ville de Toulouse. Et donc, la mention restera générique et donc seules les parties mentionnées sur la facture auront accès à la description précise et la DGFiP n'y aura pas accès. Voilà. Donc, ça aussi, c'est bien validé avec l'éditeur de votre plateforme. Alors, ce sur quoi je voudrais m'attarder, avant de vous laisser la parole et de
de vous permettre de poser et de répondre à toutes vos questions. C'est vraiment les étapes que je vous incite à opérer, à suivre pour bien réussir cette réforme. En réalité, je vous l'ai dit, le choix de la plateforme, ce n'est que la fin du processus. Au départ, ce qui est vraiment important, c'est de vous poser sur le diagnostic. OK, comment je fonctionne? Est-ce que mon fichier client est à jour? Est-ce que toutes les informations obligatoires sur mes clients, je les ai bien? Est-ce qu'elles sont exhaustives? Est-ce qu'elles sont à jour? Ça, c'est le point de départ. Comment sont organisés mes flux? Qui s'occupe de quoi? Qui émet la facture? Qui va contrôler qu'elle a bien été reçue? Qui va s'assurer derrière du recouvrement? Voilà, je vous invite vraiment à cartographier tout ça et à regarder aussi dans quel cas vous vous situez. Est-ce que je travaille exclusivement avec des entreprises B2B en France ou est-ce que je travaille aussi avec des entreprises qui sont dans l'Union européenne ou potentiellement aux États-Unis ou hors Union européenne? Est-ce que je vais travailler à la fois avec des particuliers et des professionnels ou exclusivement avec des particuliers ou que avec des professionnels? Vous voyez, toutes ces questions-là, il faut se les poser dès le départ. Une fois que vous aurez fait tout ce travail-là, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs avec mes confrères, vos experts comptables. Ils ont vraiment l'habitude de faire ce travail-là et ils vous accompagneront parfaitement là-dessus. La deuxième étape, c'est de documenter la PAF. Donc la PAF, la piste d'audit fiable. Ça n'a rien à voir avec la tequila. Je suis désolé Martin et Claire, c'est beaucoup moins marrant. Alors depuis 2013, je vous l'ai dit, c'est pas nouveau. La loi impose aux entreprises de tenir et d'être en mesure de présenter au fisc une piste d'audit fiable. Donc ça résulte de la transposition d'une directive européenne de 2010. L'idée, quelle est-elle? C'est de matérialiser par un document qui va synthétiser tous les processus de facturation liés aussi bien au flux d'achat qu'au flux de vente. Donc, vous allez décrire tous ces processus-là, ainsi que les contrôles qui y sont associés, les services qui interviennent dans ces deux étapes. Qui va faire quoi, comment, à quel moment, etc. L'objectif, c'est de pouvoir démontrer dans un ordre chronologique toute la réalité économique et matérielle d'une opération économique au sein de l'entreprise, associée à une facture, que ce soit une facture d'achat ou une facture de vente, votre chiffre d'affaires, avec chaque étape du contrat, la demande d'achat, du bon de commande, la vente, jusqu'au bout du bout, à la comptabilisation au règlement. Ça, sachez que cette formalisation-là, elle est obligatoire déjà depuis 2013. Le risque, quel est-il là-dessus? Aujourd'hui, l'administration fiscale, elle est plutôt facilitante là-dessus, c'est-à-dire qu'elle va pas nécessairement vous l'exiger de manière écrite, elle va, lors d'un contrôle fiscal, échanger avec vous pour comprendre cette piste d'audit fiable. Mais sachez qu'il y a déjà aujourd'hui une sanction qui est prévue là-dessus, c'est de dire, si je n'ai pas de piste d'audit fiable documentée, potentiellement, toute la TVA sur mes factures d'achat ne pourrait pas être déduite. Première conséquence immédiate qui fait très mal. La deuxième conséquence, c'est que ça pourrait aussi aboutir à ce qu'on appelle un rejet de comptabilité, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, l'inspecteur pourrait considérer que votre comptabilité n'est pas probante parce que vous n'avez pas pu prouver en amont que tout le processus qui amène à l'établissement des comptes est structuré et fiabilisé, et par conséquent que votre comptabilité n'est pas probante. Alors ça, c'est vraiment une catastrophe, c'est vraiment le bazooka qui est utilisé par le fisc pour rejeter votre comptabilité et dire, puisque votre comptabilité n'est pas probante, je vais moi-même établir les bases et les assiettes des impôts. Voilà. Heureusement, ça n'arrive que très très peu. Ce sont vraiment dans des cas extrêmes de sociétés qui décident de travailler un peu en contradiction avec le respect de ces règles-là. Néanmoins, moi je vous invite vraiment à documenter ça parce que ma pratique des TPE-PME me fait dire que très peu d'entre vous ont documenté cette piste d'audit fiable. Profitez-en. Quand vous vous posez sur le diagnostic pour la réforme de la facture électronique, c'est le moment idéal de formaliser cette piste d'audit fiable et de cartographier tout ça. Et en plus, ça permettra après de répondre à la troisième étape qui est celle du choix de la plateforme agréée
Et là, c'est là où on va se poser la question, Jean-Baptiste, de dire, très bien, est-ce que la plateforme agréée répond à mes besoins spécifiques métiers ou pas? Ou est-ce que je dois conserver ma solution compatible, qui n'est pas forcément par ailleurs plateforme agréée, et donc choisir une plateforme agréée existante sur le marché qui va pouvoir communiquer avec ma solution compatible. Là, vous avez bien compris l'enjeu, hein, c'est l'interopérabilité des différents systèmes entre eux, l'automatisation. L'idée, c'est qu'on va potentiellement, dans certains cas, rajouter des couches de soft, hein, et se dire, il va falloir que tout ce petit monde communique. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choix de bonne plateforme pour tous. C'est vraiment du sur-mesure et du spécifique qu'il vous faut faire en fonction de votre organisation qui vous est propre. Et c'est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez de ce petit échange, que derrière les publicités, derrière tout ce qui peut être mis en avant de coûts, voilà, regardez d'abord quels sont réellement vos besoins en fonction de vos spécificités, qui sont vos clients, comment vous êtes structuré en interne. Et ça permet automatiquement aussi de remettre à jour un certain nombre de process au sein de l'entreprise et notamment de documenter cette piste d'audit fiable. Voilà. C'est vraiment l'enjeu réel de cette réforme. Le choix de la plateforme agréée, ça ne va être que l'aboutissement de tout ce processus de réflexion. Voilà. Donc, cartographier les flux, identifier tous les types de factures émises ou reçues, les volumes, les formats actuels et les systèmes qu'on utilise. Analyser les processus, voir s'ils vont pouvoir être maintenus ou pas avec cette réforme de la facture électronique, donc tout le process de création, validation, envoi, réception de facture. Et enfin, identifier les cas d'usage qui peuvent être les vôtres en fonction de votre activité propre, de voir que la plateforme agréée ou les plateformes agréées qui seront dans votre shortlist, une fois que vous aurez fait ces 2 premières étapes, permettent bien de répondre aux cas d'usage essentiels pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vais répondre. Je vois qu'on a une question de plus. Qu'en est-il des loyers commerciaux? Comment cela fonctionne dans le cas d'un bailleur personne physique qui loue des bureaux à une personne morale sans option à la TVA? Alors, le cas des SCI, effectivement, ou des loyers, c'était une des questions pour lesquelles on ne savait pas trop au départ si vous deviez être en conformité ou pas. Alors, pour répondre à la première question, loyers commerciaux, s'il n'y a pas de TVA, je vais simplifier, mais il n'y a pas besoin d'être outillé d'une plateforme agréée. Alors, si je comprends bien, louer des bureaux à une personne morale. Ah oui, d'accord. Donc, votre client, en fait, votre locataire, pardon, est une société, donc une personne morale, même s'il n'y a pas eu de TVA. Alors, pour moi, vous n'êtes pas dans l'obligation de lui transmettre une facture électronique. Et alors, il y a une deuxième question. De quelle manière la personne physique adresse-t-elle sa facturation de loyer? Comment la personne morale devra-t-elle la gérer? En réalité, vous serez une facture qui ne rentrera effectivement pas, ou une quittance qui n'entrera pas dans sa plateforme agréée, mais qui sera du coup une opération qu'il devra malgré tout intégrer évidemment dans sa comptabilité et qui fera l'objet, vous ne serez pas soumis à l'obligation de e-reporting de transaction, d'accord? Donc voilà, vous continuez le même schéma qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas impacté de votre côté. Pour ma culture générale, est-ce que cette réforme concerne les professionnels de santé, médecins, dentistes, etc.? Alors, on va dire oui. Oui, parce que pour certains, vous avez des opérations qui sont soumises, qui entrent dans le champ d'application de la TVA. Un exemple, la médecine esthétique ou certaines activités annexes de professionnels de santé qui n'entrent pas dans l'exonération spécifique des professionnels de la santé.
Est-ce que le cas d'une SCI à la TVA pour transmettre, dans le cas d'une, il n'y a pas de question là. Dans le cas d'une SCI à TVA, pour transmettre la facture de loyer, là oui, vous êtes obligé de choisir une plateforme agréée pour pouvoir émettre votre facture à votre client. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser de vive voix aussi, hein. Je crois que ta présentation était claire. Bon, bah super, écoutez. On a réussi à tenir le timing, ce qui est un exploit pour moi. Alors, combien ça va coûter en plus? C'est une bonne question. Ça dépend de l'éditeur que vous allez choisir. Alors, au départ, l'État français avait prévu de créer une plateforme publique qui serait gratuite et qui aurait les fonctionnalités minimales obligatoires. Ce choix, il a été abandonné. Alors, je ne sais pas trop les tenants aboutissants, mais probablement pour des raisons de coût, hein, mais essentiellement aussi pour des raisons, ça j'en suis à peu près sûr, de sécurité. C'est-à-dire que se dire qu'on a une majorité d'entreprises qui utilisent un seul et même outil, ça en fait une cible vraiment pour les attaques. Et donc, ça peut potentiellement mettre à mal beaucoup de sociétés. Donc, ce choix-là a été revu et l'État français a finalement dit, bah, plutôt que d'avoir une plateforme gratuite publique, je vais ouvrir la liste de plateformes agréées, je vais favoriser davantage de concurrence en adaptant automatiquement mon cahier des charges et en permettant à beaucoup plus d'intervenants du marché de l'édition de postuler pour être plateforme agréée. Et la concurrence fera ses effets, et à ce moment-là, les prix seront, du fait du nombre d'offres plus important, tirés un peu vers le bas. Donc vous avez tous les prix. Vous avez des plateformes qui sont gratuites, mais parce qu'elles sont adossées à d'autres fonctionnalités qui permettent, dans le modèle économique de l'éditeur, de se rémunérer. Vous avez des banques, vous avez ce qu'on appelle les néobanques, mais vous avez par exemple, bon, je ne vais pas vous donner de nom parce qu'après, ça va me poser des difficultés, mais vous avez un certain nombre d'acteurs de néobanques qui vous disent ben, la plateforme électronique, c'est gratos si tu viens chez nous. Bon, derrière, ils vont se rémunérer avec les flux. Hein, ils vont se rémunérer avec l'activité traditionnelle de la banque. Et, voilà. Je vois qu'il y a une question. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi. Il se trouve que mon entreprise fait partie de son propre groupe, si vous voulez. On a donc une entité qui s'occupe de la gestion du lieu, donc qui facture les loyers à mon entreprise également. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir la même PA pour l'ensemble? Est-ce qu'il faut que chaque entité ait sa propre PA? Oui. Oui, quoi. Ouais, chaque entité devra avoir sa propre PA. Oui. Ah, ok. Ça peut être la même, hein, mais ça peut être la même plateforme, mais vous aurez différents Des accès par entreprise, j'imagine. bien sûr, oui. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Donc, Jean-Baptiste, ça va coûter de 0 € pour l'instant, hein, à quelques dizaines ou centaines d'euros suivant la solution que vous avez choisie tous les mois. Voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les solutions qui apparaissent aujourd'hui comme gratuites se rémunèrent d'une autre manière, où on fait le choix d'avoir une politique commerciale agressive pour derrière peut-être faire évoluer ces tarifs. Voilà. L'enjeu pour les éditeurs, là, c'est capter un maximum d'utilisateurs. Mais dès le 1er septembre 2026, hein, vous avez compris que c'était une course contre la montre et que c'est maintenant qu'il fallait faire du business. Et c'est pour ça que vous entendez autant parler dans la radio, les médias. Vous avez un éditeur de logiciels français qui est partenaire du Top 14, qui va sponsoriser dans le sud-ouest. Alors, je parle un peu rugby, qui va sponsoriser, je crois, la demi-finale en lui donnant le nom de l'éditeur. Enfin, vous voyez, c'est quand même très, très agressif comme politique commerciale. Je vous ferai passer, je vois que c'est une question, les mentions légales sur les factures, bien sûr. Je vais vous adresser la liste. Ça vous permettra de faire tout ce travail-là. Ouais. Vraiment, ce que je peux dire, c'est que ma profession vraiment se mobilise beaucoup sur ce sujet-là. N'hésitez pas à solliciter vos experts comptables. Ils sont formés, ils sont vraiment prêts à vous accompagner là-dessus. Et c'est vraiment important de ne pas faire les choix
sans leur accompagnement, parce que ben, il ne faudrait pas devoir détricoter par la suite, parce que vous n'auriez pas, parce que vous auriez cédé à la pression soit de votre banquier euh, ou d'un autre intervenant, parce que voilà, c'est pas simplement le choix d'une plateforme qu'il y a derrière cette réforme. Voilà. Merci Bertrand. Merci beaucoup. On a tenu le timing. Merci Bertrand pour l'intervention. Merci aux participants qui ont posé des questions, même si c'était à visage couvert et par l'intermédiaire du chat. C'est bien qu'il y ait des interactions. On fait ces événements-là pour qu'il y ait ce type de questions et de réponses en live aussi qui peuvent profiter à tout le monde. Donc au niveau du support, Bertrand, Je vais vous passer tout de suite. ok. Sinon, tu peux me le transmettre, Bertrand. Je le transmettrai avec la liste des mentions obligatoires. Je ferai un Allez, ok, petit récap. je me note tout ça, je te fais Voilà. passer, Claire. J'enverrai tout ça. Parfait. Eh bien, merci à tous. On peut clôturer et à bientôt pour les prochains events Digital 113. Et merci encore Bertrand pour l'intervention. Avec grand plaisir, merci à tous pour vos questions et puis bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. À bientôt.